Vous, parfait. Bonjour à tous. Je vais me présenter en une seconde et surtout laisser Christelle te présenter. Donc moi, je suis Princière Nebetoussa et je vais animer cette demi-heure, cette heure. En tout cas, merci Christelle pour ton livre. Je te laisse te présenter. Bon, merci beaucoup pour la parole. Je ne ferai pas la présentation sans pourtant remercier Marion Félix Gombe qui m'a convié à cette rencontre culturelle. Merci beaucoup pour son investissement culturel, sa passion d'œuvre qu'il cultive pour faire avancer les belles lettres à l'international. Alors, se présenter, je trouve toujours faire sa présentation un exercice difficile, mais je vais quand même lancer parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, je suis Christelle, poète, je suis documentaliste, interprète de langue chinoise, je suis en master en sciences de l'information et du document à l'université de Lille. Voilà, poète. Je participe à des visites vers au pays, dans d'autres pays également. Moi, je voulais démarrer déjà par le thème transformer nos larmes en espérance. Je trouve que c'est hyper ambitieux et en même temps très beau. Et je voulais savoir du coup, est-ce que c'est toi qui as construit le thème et qu'est-ce que tu attendais derrière. Merci beaucoup pour cette belle question. Il s'agit de répondre à une interrogation qui est profonde. Alors, transformer nos larmes en espérance. D'ailleurs, la quintessence même du livre, les larmes de mon peuple. Les larmes, sinon transformer nos larmes en espérance, c'est une démarche poétique par laquelle le mot, l'image, le rythme font plutôt partie de mon horizon poétique. Donc je construis mon univers poétique en tenant compte de ces piliers. Et ce titre, sinon, transformer nos larmes en espérance, c'est pour dire à l'humanité, continuer à espérer, malgré les difficultés, malgré les situations qui peuvent noircir le chemin, et d'être debout et d'aller sur les hauteurs. Merci. Et on retrouve aussi effectivement dans ton recueil des cris de douleur, des larmes, des cris de désespoir, des appels aussi à l'action, à se relever finalement. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'inspire parce qu'il y a beaucoup de profondeur et je voulais savoir d'où tu tiens cette inspiration. Alors, l'inspiration. L'inspiration, c'est je tire mon inspiration mon pays, hein, avec tout ce qu'il a de plus beau, de merveilleux, les traditions, mes amours, la femme, le soleil, l'Afrique tout entière. Ce sont des mots qui m'ont permis justement de bâtir ce recueil de poèmes de l'art pour mon peuple. Pour rappeler que nous avons un grand travail de construction à faire. L'homme, comme le dit, est un chantier. Je participe donc à la construction justement de cet édifice, de cet homme, du grand homme, que ce soit la femme comme l'homme. Je participe à cette construction-là en s'aimant des valeurs, parce que des larmes pour mon peuple, c'est rappeler l'homme que nous devons habiter des valeurs existentielles qui permettent
justement de tisser des ponts entre le présent et l'avenir. Et l'arme ô mon peuple, c'est pour convoquer l'homme à habiter l'humanisme. Et l'arme ô mon peuple, c'est pour aussi dire à tous ceux qui négligent la culture, qui est le progrès, la culture qui devait être notre socle, la culture qui devait être justement le miroir de la société. C'est là où mon peuple, pour rappeler l'homme que nous gagnerons en cultivant le jeu pluriel que le jeu singulier. Effectivement, en tout cas, c'est très beau. Et je voulais juste revenir sur quelques vers, euh, notamment qui est dédié aux femmes congolaises. Lumière du Congo, lumière du monde, tu éclaires la vie. Femme, femme congolaise, tes yeux me charment. Sauve la patrie, femme noire. Et ma question derrière, c'est, ça nous donne beaucoup de pression. La femme sauve la patrie. Est-ce que tu crois que la femme est justement a cette capacité, cette force de pouvoir élever la patrie, notamment au Congo? Oui, bien sûr que oui. Je dois quand même le rappeler que à l'époque, on parlait de négritude. C'est un mouvement, un concept créé par Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léo Gontran Damas et autres. Mais avant la création de ce concept-là, il y avait des femmes qui ont mené une lutte, qui ont accompagné justement la diversité de ce concept. Et pour dire qu'il y a des femmes qui constituent, qui participent au développement des nations. Mais souvent, ce sont des femmes qui sont dans l'ombre. On ne parle pas d'eux. Là, je parle de Suzanne Césaire, Nardal. Ce sont des femmes qui ont œuvré pour le bien de l'humanité. Mais souvent, nous avons une mémoire courte de ne pas les citer. La femme restera la chemise ouvrière. Et moi, je dis que sans la femme, mon cœur serait un désert. C'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui éduque. Parce que chez nous en Afrique, chez nous au Congo, c'est la plupart du temps, c'est la maman qui reste avec les enfants et c'est elle qui éduque l'enfant. Et pour dire aussi que la femme est irremplaçable, que toutes les femmes ont des potentialités pour faire avancer nos nations, pour faire avancer le continent, pour faire avancer le monde. Que la femme est une bougie qui éclaire la vie, que la femme, c'est une constellation neuve qui participe à la fertilité de l'homme, qui participe à la progression de l'homme. Que les femmes, ce sont des êtres non négligeables, ce sont des êtres qui devraient toujours, comme à jamais, accompagner les hommes dans leur lutte. Et là, je rappelle aussi que même dans les conflits armés, souvent les femmes accompagnent les hommes, mais souvent nous avons du mal à les citer. Hein, les femmes jouent un grand rôle dans les conflits interarmés. C'est aussi pour dire aussi que, au-delà de tout, la femme restera la lumière, la vie, le soleil. Écoute, c'est très beau. Moi aujourd'hui, effectivement, ce que tu dis, ça me parle et je pense que ça parlera à beaucoup de femmes. Et comment la femme elle-même, parce que je suis pas sûre que toutes les femmes se pensent la lumière du monde, même si on sait qu'on a du potentiel, même si on sait qu'on est fort et qu'on construit des choses, comment aujourd'hui élever nos petites filles, notamment celles qui arrivent, avec cette sensibilité, cette beauté et cet élan en fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre en fait pour que les enfants, les filles de demain aient justement en fait cette conscience qu'elles sont la lumière du monde? Alors, c'est justement. Merci beaucoup pour la question. Alors, il faut partir dans le travail de conscientisation.
il faut conscientiser la jeune juvénile qui arrive, parce que la vie est parsemée de plusieurs situations. Les femmes, je parle des femmes conscientes, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas conscientes, qui ne valent absolument rien. Les femmes conscientes doivent participer justement à l'élévation de cette nouvelle pépinière des filles qui arrivent, pour que demain soit un demain meilleur, pour que le Congo brille au-delà des continents, pour que le Congo soit toujours le Congo qui rassemble. Pour dire aussi que les femmes ont un rôle à jouer dans la transformation de cette jeune féminine. Comment ça doit se faire? Mais il faut passer par des conférences, il faut des conférences, il faut les amener et surtout apporter le livre, parce que la connaissance, on le trouve dans le livre. Le grand problème avec notre siècle aujourd'hui, c'est que les hommes, tout comme les femmes, n'aiment plus lire. Et c'est le problème qui blesse, surtout au niveau de l'Afrique. Et nous, je pense que même les dirigeants africains devraient travailler dans ce sens-là, accompagner cette jeune féminine-là pour trouver des solutions pour moderniser nos pays. Mais le grand travail commencerait d'abord par les femmes, parce qu'elles savent au moins quels sont les caprices des femmes. Donc je pense que l'idéal serait de leur aider à mieux avancer, à mieux se former et à aller vers l'avenir. En tout cas, très belle réponse. Moi, je voudrais revenir sur le Tristel, peut-être un peu plus enfant. Quand est-ce qu'elle a démarré? Parce que je sens quand tu parles, tu as une espèce de passion, tu es poète, même en répondant à vos questions. Je voudrais savoir quand est-ce qu'a commencé cette aventure avec la poésie. Alors, j'ai commencé la poésie quand j'étais encore au lycée. J'avais créé un club qui se dénommait Club des élites. Et d'ailleurs, je remercie Franck Patillot, à l'époque, qui était directeur du Centre culturel français, qui est aujourd'hui passé à l'Institut français. Je le remercie parce qu'il m'a aidé à créer un club qui a donné naissance à plusieurs littéraires. Bien étant que j'ai fait un parcours scientifique. Donc j'ai commencé à écrire quand j'étais en classe de seconde. J'arrivais au lycée avec tous les problèmes qu'il fallait, le divorce de ma mère et mon père, et ça m'a révolté. Ça m'a révolté, et c'est là où j'ai commencé à justement écrire, mais ce n'était pas la poésie, c'était des petites histoires que je racontais. Alors j'ai commencé là à nommer mes blessures, à nommer la lumière qui me manque, à nommer cette maman qui m'a élevé, qui est partie, qui a quitté. J'ai commencé à nommer le Congo blessé comme un mouton égorgé. J'ai commencé à parler de cette Afrique qui est dans les ténèbres. J'ai commencé à nommer justement la douleur du Congo, la guerre de 1997. Donc, quand la guerre a éclaté, je venais de naître, mais j'ai commencé à nommer que nous ne voulons plus de ces heures tragiques qui ont noirci l'histoire du pays. Et donc, la passion est née de ça. C'était une blessure. Voilà, j'ai commencé à nommer plusieurs drames, le drame de Kifou. C'était ça. J'ai commencé à nommer plusieurs blessures. Et c'est ça qui m'a permis d'aider vraiment le champ poétique, en lisant bien sûr les grandes lumières de la poésie africaine, comme
Taxi Loutard, Léopold Pidima Monsono, Tigray Otamsi, Léopold Sédar Senghor et autres. Et donc, pour dire, j'ai commencé à nommer les blessures à cet instant-là. Mais ça veut dire que finalement, tu étais assez mature, parce que je pense que pour être, quand tu disais que tu étais en seconde, c'est ça. Je pense que déjà en seconde, on a peut-être d'autres priorités en tant que jeune, ado, et je trouve que tu as fait preuve d'une grande maturité pour pouvoir prendre de la hauteur sur les souffrances du Congo, écrire en fait ce qui t'a blessé, parce que ça a été, si je comprends bien, un exutoire aussi pour toi. D'accord. La poésie, pour moi, elle adoucit les cœurs. J'écris beaucoup et ça me parle. Et je voulais voir, toi, quelle était aujourd'hui, comment tu perçois la poésie? Est-ce que c'est un outil de transformation ou c'est juste comme toute forme d'œuvre littéraire? Alors, la poésie, c'est un outil de vulgarisation de la paix. Léopold Sédar Senghor disait, la poésie ne doit pas mourir, car alors, où serait le bonheur de l'humanité? Par le message de Léopold Sédar Senghor, il vulgarise que la poésie peut vulgariser un message de paix, que la poésie peut conscientiser les peuples, que la poésie peut rassembler, peut unir, peut tisser des ponts entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Que la poésie est au-delà de tout. Que la poésie peut justement aider les pays à avancer. Je vous fais une petite, sinon je remonte un peu au cours de l'histoire. Avant les indépendances, je parle des années 1950, il y avait eu à Paris le premier congrès des écrivains noirs. C'était du 19 au 22 septembre 1956. Et ce congrès avait pour qui, en fait, le congrès s'était tenu dans la salle historique René Descartes. Et il y avait Léo Breton Damas, il y avait Aimé Césaire, il y avait Léopold Sédar Senghor. Et ce congrès avait posé les bases de l'indépendance africaine. Les bases de l'indépendance africaine. D'ailleurs, le discours, donc, à l'issue de ce congrès, il y a eu une restitution. Et au cours de cette restitution, il s'est dit beaucoup de choses. Et donc le combat des poètes a inspiré le combat des politiques. Et c'est ça qui nous a amenés aux indépendances. Donc les poètes ont inspiré les politiques. Et les politiques ont pris le discours des poètes pour élever l'Afrique. Et voilà pourquoi vous avez vu qu'en 1960, l'Afrique, plusieurs pays africains se sont déclarés indépendants. Écoute, très belle réponse et très belle. Finalement, c'est réel en fait. La poésie est une arme, plutôt un outil de transformation et qui peut élever aussi le niveau. Et je fais justement un peu l'avocat du diable. Tout à l'heure, tu disais, on a aujourd'hui des générations qui ne lisent plus, de moins en moins. Comment justement faire passer ton message ou d'autres messages puisque les gens ne lisent plus? Comment on peut innover? Alors, nous sommes à l'orée du monde digital, mais mon travail, moi, c'est juste écrire, amener plutôt les jeunes à lire. Et je vais vous rappeler, j'étais responsable en 2021 à 2023
depuis 2023, j'étais responsable de l'association internationale socio-camerounaise, qui est responsable de l'association Scène littéraire, une association qui fait la promotion des écrivains venus des Caraïbes, venus d'Afrique. Et donc, j'amenais à porter le livre auprès des élèves. J'ai fait, disons plus, je fais 7 départements du Congo. Et donc, il fallait apporter le livre aux élèves. Envoyer les livres 2 semaines avant, permettre aux élèves de lire. Et quand on revient avec un critique, décortiquer le livre, les enfants ont déjà compris, permettre un échange aussi riche. Et c'est là où j'ai compris que, surtout ma génération, a un problème de cohabitation, un problème avec lui-même. Les jeunes ne veulent même plus lire, les jeunes se désintéressent de plus en plus à la lecture, les jeunes sont beaucoup plus connectés. Je pense que l'Internet n'est pas aussi un outil qui démoralise. Bon, il y a de ceux qui ont un bon escient, mais la génération d'aujourd'hui est plus connectée. Et nous, je pense que nous devons faire un bon travail, c'est celui d'amener la jeunesse à la lecture, poser des bases, les conscientiser et justement appeler aussi les gouvernants, le ministère de la Culture, à mettre un peu de financement pour accompagner les projets culturels. Justement, tout à l'heure, tu disais que la poésie a rehaussé un peu le niveau et a été source d'inspiration pour la politique. Moi, j'y vois aussi dans le recueil, finalement, une forme de politique. Ça veut dire que quelque part, tu évoques des sujets aujourd'hui qui sont, comment dire ça, c'est-à-dire qui pourraient interpeller nos politiciens. Est-ce que c'était une volonté aussi de pouvoir faire un peu de la politique à travers la poésie ou c'était juste un concours de circonstances parce que tu l'as écrit? Malheureusement, je ne fais pas la politique. Moi, je ne fais que nommer. Alors, quand je le dis que la politique est la force motrice du destin des peuples. Et quand la politique boitille, c'est tout le système de l'existence qui commence à boitiller. Pour dire que la politique, c'est le levier. La politique, c'est une arme qui permet de faire avancer aussi le pays. Mais si les politiciens ne prennent pas conscience des défis, ne s'investissent pas à fond, je pense qu'il y a un problème. Alors moi, je ne fais que nommer, je ne fais pas de la politique, je ne fais que nommer les blessures dont souffre l'humanité, les blessures sacrées, les blessures qui font mal, les blessures qui détruisent la conscience historique des Africains. Et donc, je ne fais que nommer. Je suis un poète qui ne fait que nommer les blessures dont souffre l'humanité. Merci beaucoup. On va bientôt chuter. Moi, ce que j'ai vu aussi dans ton recueil, c'est que c'est un appel à se réconcilier aussi, malgré la souffrance, avec la beauté de notre Afrique, la beauté du Congo. Et je voudrais te laisser le mot de la fin. Peut-être quel est le message profond que tu voulais faire passer à travers tes larmes, mon peuple. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, les larmes, mon peuple, c'est les larmes du Congo, les larmes de 97, cette période sombre que me racontait ma mère. Les larmes, mon peuple, c'est pour dire aussi à la génération et aux générations qui viennent que nous n'avons pas à désespérer. Ne désespérons pas. Au-delà de tout, ne désespérons pas. Donc, je me permets de lever. Je me permets de lever parce que
le rêve est la racine de l'avenir. Je crois que l'Afrique, d'ailleurs, l'Afrique se développera davantage, comme il a commencé à le faire. L'Afrique sera le continent de l'avenir. L'Afrique sera le visage, la chemise ouvrière qui permettra de tisser des ponts entre d'autres continents. Pour dire aussi que les langues pour mon peuple, c'est pour appeler l'homme à se désintéresser du mal, à habiter l'humanisme. Je l'ai dit dans tous les jeux, que nous avancerons en revenant au bantou. Je suis parce que vous êtes. C'est le socle philosophique. Je suis parce que vous êtes, pour dire que si l'autre existe parce que j'apporte, si j'existe parce que l'autre m'apporte. Pour dire aussi que nous n'avons pas, nous avons besoin de cultiver le jeu pluriel pour faire avancer nos pays, pour faire avancer l'humanité surtout. Parce que, au-delà de tout, nous devons être humains. Nous devons habiter les bonnes valeurs, les valeurs d'humanisme, les valeurs d'entraide, les valeurs d'une culture de paix, les valeurs de fraternité, au-delà des frontières. Et là, pour mon peuple, c'est pour convoquer nos États à plus de responsabilité, à aimer la paix, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Et là, pour mon peuple, pour dire à l'humanité que la femme est la noce du cœur, que la femme est la lumière du monde, que la femme est au-delà de l'arc-en-ciel, que la femme est la seule, que la femme est le pont, que la femme est l'avenir. Merci beaucoup aux éditions SOA qui ont permis à ce que je sois invité à cette rencontre littéraire. Donc, voilà, merci. En tout cas, merci à tous. Je vous invite, en tout cas pour ceux qui nous ont entendus, juste après, il y a un espace dédicace. Donc, n'hésitez pas aussi, Christelle, peut-être à rejoindre les lecteurs et surtout à retrouver beaucoup d'amour et d'espérance dans ton livre. Merci, Christelle. Merci. Merci.